m'occupe de Vanity Fair, donc je suis directeur artistique. Je m'occupe de mon studio, Yorgo & Co, une petite entreprise. Je suis professeur à Penningen de logo. Je m'occupe de la carrière posthume de mon père qui était artiste. Et j'ouvre un café grec, rue des Martyrs. Il y aura de l'huile, des olives, des choses à manger. Mais il se trouve que je vais vendre Kennedy Magazine et Dapper Dan, qui sont deux magazines branchés athéniens. Je connais les mecs qui les font et c'est plutôt, je trouve ça intéressant d'avoir ça en vente là-dedans. Un bon logo, il doit tout simplement répondre à une série de règles en fait. C'est assez étonnant parce que quand tu observes le sujet avec attention, tu t'aperçois que c'est une science quasiment. C'est-à-dire qu'un bon logo, il suit un nombre de règles. Je les ai listées, il y en a 9. Si tu les appliques toutes, tu peux quasiment pas te planter et tu as un bon logo. C'est aussi simple que ça. Les logos pictogrammes suivent des règles très très précises. Les logos écrits, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu peux dire que le logo Moulinex, c'est un bon logo, c'est un logo écrit. Et le logo Céline, c'est un bon logo, c'est un logo écrit. Mais ils n'ont rien à voir graphiquement. Moulinex, c'est une script géométrique un peu années 50. Et Céline, c'est une linéale accentuée ou non, mais c'est quelque chose de complètement intemporel d'une certaine manière. Et les deux sont des bons logos. Par contre, pour ce qui est des pictogrammes, c'est très très précis. Il y a une série de règles qui font qu'un bon logo fonctionne et c'est une règle qui s'applique à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un bon logo, en gros, c'est un symbole. Et si tu élimines l'aspect mercantile de ton jugement, beaucoup de choses sont des logos en fait. Si tu décides d'observer des symboles au-delà des marques, tous fonctionnent selon les mêmes règles. C'est-à-dire que le symbole de la religion chrétienne, c'est un logo. C'est un très très bon logo. Il fonctionne en petit, il représente un peu le principe fondateur de cette religion. Il représente aussi le fait que dans la religion chrétienne, Dieu a forme humaine. Donc la croix, en fait, c'est une forme humaine. C'est les deux bras, la tête et le reste du corps. Et surtout, c'est un logo génial parce qu'il a la règle principale qui est l'astuce. La petite astuce fait un bon logo. Et en fait, la croix chrétienne, si ça avait été ça aurait été un logo moyen. Mais vu que c'est ça, c'est un logo génial. C'est juste ça, le fait d'avoir remonté la barre du milieu de quelques degrés pour que ça représente Jésus, le corps humain, le lieu de souffrance de Jésus, tout à la fois. Et c'est hyper facile à reproduire, c'est-à-dire qu'avec 2 bouts de bois, tu le plantes en haut d'un sommet et tu as ton logo reconnaissable à 20 km. Donc tous ces principes que j'ai énumérés sur la croix chrétienne sont applicables au logo de marque en fait. Le logo Airbnb, il est aussi bien construit que la croix chrétienne. L'étoile de David, pareil. Le logo Habitat, pareil. Le logo Habitat, c'est la croix chrétienne de l'aménagement en fait. C'est-à-dire qu'il est parfait, c'est une maison et un cœur. Dans le même trait, la même épaisseur, tu peux le dessiner tac comme ça à la main. J'aime ma maison ou je suis bien chez moi. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est l'interprétation voulue par les designers qui ont fait ce logo des Anglais qui s'appelle Graphic Thought Facility, GTF. Mais le logo d'Habitat, il est proche de la perfection parce qu'il est facile à reproduire. Tu peux le faire en une pièce, c'est-à-dire que tu vois sur les enseignes des magasins Habitat, il est en un bout de néon. Tu fais tourner ton néon, paf, sachant que le néoniste, le fabricant de néon, il te fait payer chaque courbe. C'est-à-dire que si ton logo c'est un zigzag comme ça infernal, bah, tu payes chaque courbe. Et tordre le verre coûte cher. Donc le logo Habitat, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles et 2 courbes. Donc il a tous ces aspects qui font de lui un très très bon logo. Mais si on l'observe à plat en noir et blanc, c'est exactement la même construction que l'étoile de David quasiment. Et les deux peuvent se porter en pendentif, les deux peuvent se faire en décoration de Noël avec une guirlande en LED. C'est assez étonnant, à partir du moment où on applique ce filtre d'analyse de qu'est-ce qui fait un bon logo, de voir qu'est-ce qui est logo. C'est-à-dire que le symbole autoroute, sur les autoroutes occidentales principalement, j'ai regardé un peu, les États-Unis par exemple n'ont pas le symbole autoroute, mais ils n'ont pas les autoroutes payantes, mais toute l'Europe les a, et c'est à peu près la même chose, il n'est pas complètement standardisé, mais en gros, c'est une route qui part vers l'horizon avec un pont au-dessus, voilà, tout simplement. Et pareil, il se découpe dans du métal, tu peux le faire en pochoir, tu le reconnais de très très loin, il marche en petit, il est techniquement dessinable à la main, il est malin d'une certaine manière parce qu'à la fois tu oublies un peu ce que c'est quand tu le vois, tu pourrais penser que c'est un A, et il est malin parce que c'est le dessin de l'autoroute. C'est la route qui ne croise pas d'autres routes. Les seuls croisements des autoroutes, c'est les ponts qui passent au-dessus et les sorties. Mais il n'y a pas de croisement sur une autoroute. C'est ce qui définit l'autoroute en fait. Et donc le logo dit ça en 3 traits. Il est incroyable ce logo. Et il y en a beaucoup des logos comme ça. Lance Wyman, un Américain qui a fait le logo des Jeux de Mexico de 68, qui a fait pas mal de symboles de multinationales. Il a fait des trucs au Mexique, un truc qui s'appelait Leona Textile qui était sublime. Donc Lance Wyman, très très fort, américain. Cruz Novilo, mexicain, qui a fait la grande majorité des logos espagnols. Il a fait un de mes logos préférés, c'est Telefonica Star, une boîte de téléphone espagnole, où avec plusieurs T, je crois qu'il y a 5 T, le même T, il le fait tourner et ça fait une étoile au milieu et c'est tout. La contreforme des 5 T est une étoile parfaite. Les T en eux-mêmes sont un peu étranges, il les a construits d'une telle manière à ce que, en les faisant tourner, la forme blanche qui reste entre les barres des T soit une étoile parfaite classique. Et la forme est incroyable. Et la marque s'appelle Telefonica Star.
Et pareil, c'est un logo qui donc coche toutes les cases du bon logo. Pompidou de Jean Widmer, il n'y a pas le P de Pompidou, il n'y a pas B de Beaubourg, c'est juste une représentation ultra épurée de la forme de l'immeuble et de ce qui le rend caractéristique plus que tout, c'est-à-dire son escalator. Jean Widmer, qui l'a dessiné, ne voulait pas faire de logo. Il voulait juste faire un logo typographique et la direction lui a dit non, ce serait bien quand même qu'on ait un symbole. Je peux dire que je pense qu'il ne regrette pas aujourd'hui d'avoir fait le symbole parce qu'il est devenu emblématique au plus haut point. C'est-à-dire qu'il est d'une telle simplicité, d'une telle efficacité. Quand on le voit en bas d'une affiche, on sait directement où a lieu l'exposition. Donc Pompidou, forcément, très bon logo. Habitat, Téléfonica Star, Pompidou. C'est 3 exemples très clairs de manière de faire un logo picto. Téléfonica Star, c'est le T, donc c'est la lettre réutilisée, comme le C de Carrefour, le F de Fila, etc. Habitat, c'est le concept, c'est l'idée d'habiter et c'est un symbole. Et Beaubourg, c'est le résumé du lieu, le dessin du bâtiment qui fait le logo. Donc c'est 3 manières de représenter une marque. C'est assez intéressant. Pour les magazines, c'est pas la même chose. Un magazine, c'est vraiment un nom. Et le nom peut changer. Et d'ailleurs, une de mes inspirations principales en matière de magazine, c'était un magazine de skate qui s'appelait Big Brother. Et Big Brother, tous les mois, changeait de logo. Donc la question du logo, elle est beaucoup moins importante pour un magazine. C'est le nom et la manière de l'inscrire, et encore. C'est-à-dire que la vie du magazine, elle est très différente. Le magazine vit beaucoup hors du kiosque aussi, c'est-à-dire il vit dans les boutiques, il vit en ligne, etc. Donc il n'a pas l'impératif d'avoir juste le petit coin qui dépasse, coincé dans le kiosque, et on reconnaît d'un seul coup. Enfin, il est toujours là, mais pour certains magazines, moins. Ce qui est intéressant, c'est les petits pictogrammes dans les magazines. Esquire a son petit bonhomme, Monocle a un petit bonhomme aussi, et il y a un petit M aussi, le petit M de Monocle. Vanity Fair France, nous on a un petit VFF qui est un petit losange très discret, c'est comme un poinçon, il apparaît par endroits, pour nous différencier du Vanity Fair américain tout simplement. Donc j'ai fait un poinçon qu'on utilise aussi dans les produits qu'on développe à côté, les mugs, les t-shirts, etc. Heidi a probablement le meilleur logo de magazine qui soit, c'est-à-dire que c'est le I-D et le clin d'œil. De l'avoir basculé à 90 degrés, le D fait un sourire, et le tiret fait le nez, et le I fait un œil cligné et l'autre œil ouvert. Donc c'est assez drôle. Très efficace quand on y pense. Le nom du magazine, Heidi, en anglais, c'est à la fois l'identification et l'idée. Le fait qu'il soit très court, qu'il prenne très peu de place sur la couverture, et qu'il y ait ce gimmick de l'œil fermé, principe fondateur de toutes les couvertures d'Heidi, les gens qui posent ferment un œil. C'est dur de suivre après ça en fait. Il n'y a aucun magazine qui a jamais réussi un coup de maître et un langage aussi établi et aussi absolu, on va dire, qui ne change pas et qui ne changera jamais, j'imagine. Le milieu de la presse aime beaucoup se lamenter sur son sort. Il faut juste avoir un point de vue un peu différent. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, aujourd'hui, imprimer un magazine, c'est presque un service de luxe d'une certaine manière. Ton avantage par rapport à ceux qui n'impriment pas, c'est que d'un seul coup, tu as un objet qui reste, qui est palpable, et qui est donc un objet de luxe, en fait, littéralement. Donc une fois que tu décides ou tu acceptes ça, comment tu traites ton contenu en tant qu'objet de luxe? C'est-à-dire qu'il faut être bien conscient que si c'est pour informer les gens de manière basique à l'ancienne, la raison d'être, elle est beaucoup moins valable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'informent autrement. Ils regardent Brut, et ils vont sur Facebook, et voilà d'où vient leur information. Pourquoi ferait-il l'effort d'acheter un magazine, en fait? Et donc, il faut leur fournir autre chose. Il faut leur fournir des surprises, il faut leur fournir des images qu'ils ne pourraient pas voir ailleurs. Est-ce que tu diffuses ou pas ton contenu en ligne? Quel est vraiment l'avantage d'avoir le magazine entre les mains pour les gens? Bon, il y a tout bêtement aussi le fait que c'est quand même plus pratique dans beaucoup de situations pour lire. C'est-à-dire que dans un TGV, on est quand même mieux à lire son magazine papier que son iPhone, en fait, tout simplement. Ne serait-ce que parce qu'on n'a plus de réseau à partir de 300 km/h, enfin, ça coupe. Comment redesigner un magazine aujourd'hui? Oui, je pense que l'idée, c'est d'amener des surprises et de chambouler un peu les codes. Bon, il y a Bloomberg Business Week, magazine de finance américain, qui a fait ça pendant 4-5 ans. Récemment, là, ils sont un peu calmés, mais à une époque, c'était chaque semaine, ma mâchoire en tombait. C'est-à-dire que l'inventivité, le renouvellement pour chaque sujet, dans chaque numéro, avec aucune peur d'aller vers des choses complètement étranges graphiquement pour un public qui n'était pas du tout prêt à ça. C'est-à-dire que je vois mal le patron du CAC 40 ou du Stock Exchange à New York feuilleter Bloomberg et tomber sur un article écrit en Comic Sans parce qu'il pensait que Comic Sans correspondait au sujet de l'article, mais vraiment horrible avec des dégradés derrière. Et c'était exactement ça. Pendant longtemps, ils ont fait des choses mais phénoménales. Là, c'est un peu plus calme, mais ça reste la référence. Moi, j'ai une collection de Bloomberg Business Week des 5-6 dernières années chez moi. Et c'est marrant parce que je dis que l'impression est un produit de luxe. Bloomberg Business Week, c'est agrafé sur 100 pages en fait. Mais c'est sublime. Enfin, c'est sublime, c'est tout sauf sublime. C'est brillant d'intelligence. Le rebranding, c'est un exercice délicat. Hein. C'est déjà questionné, moi, souvent, quand les marques m'approchent et me disent on veut un nouveau logo, je leur dis mais pourquoi en fait? Est-ce que
C'est un désir d'un nouveau patron qui veut marquer son époque dans la marque, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème dans votre logo? Ça m'est arrivé de refuser des redesigns. Je leur dis, bah non, vous avez un très bon logo, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait? Je ne peux pas l'améliorer. Ça vous servira à quoi à part déstabiliser vos consommateurs en fait? Le rebranding, c'est un exercice qui en effet a aussi une vocation d'utilité publique. Enfin pour moi, c'est-à-dire que si je le fais, si je vais rebrander une marque, c'est parce que je pense que je peux l'améliorer visuellement et que par conséquent, je peux améliorer le paysage visuel qui nous entoure. C'est-à-dire que la grande crise des logotypes qu'on a pu connaître dans les années, on va dire 90, 2000, 2010, elle était due à un environnement pollué en fait. C'est-à-dire que l'arrivée de la nouvelle technologie de l'ordinateur, du Macintosh, a fait que n'importe qui pouvait faire des logos, alors qu'avant il fallait avoir fait des études, savoir dessiner avec un tire-ligne. Ça se faisait à la main en fait. Le logo IBM qui est plus rectangulaire que rectangulaire, enfin qui est d'une rigidité avec ses petites bandes, il a été fait sur une feuille avec de la gouache. Donc aujourd'hui évidemment c'est beaucoup plus facile avec les logiciels, avec Illustrator, de faire un logo beau, mais c'est aussi très facile de faire un logo moche. Et c'est aussi très facile de faire un logo tout court, c'est-à-dire qu'un boulanger à Nancy peut dire, bah tiens, je veux mon logo, hop, j'ai Word, j'écris boulangerie du quartier, tac, je l'amène chez le type qui imprime sur du plastique et il me fait une enseigne en plastique. Dans les années 50 et tous les siècles avant, il fallait appeler un peintre en lettres. Et le peintre en lettres, il savait ce qu'était une belle lettre. C'était son métier en fait. Il y en avait un ou deux par ville, peut-être plus dans les grandes villes, mais il avait une vraie formation, une expérience. Donc on avait une forme de savoir-faire qui s'est perdue. Donc aujourd'hui, moi, souvent, je me retrouve face à des exercices de redesign de marque où je dois, en gros, réparer ce qui a été abîmé dans les années informatiques, on va dire. Et ça m'est arrivé récemment sur Martel, où j'ai redesigné un logo qui avait été fait dans les années 90 pour une marque tricentenaire. C'est-à-dire que Martel, c'est quand même 1715 la création de la marque. Et dans les années 90, quelqu'un leur a retourné le cerveau, leur a dit ah, c'est mieux de mettre une petite ombre, l'oiseau il est mieux comme ça, un peu de 3D comme ça, le client il sent que ça bouge. Et la typo, bon, on va rajouter une ombre, tiens, José, fais-le moi sur Illustrator et tac. Et donc, résultat, moi je suis arrivé face à ça et je leur ai dit, vous vous rendez pas compte, vous êtes un trésor français, vraiment un trésor, une marque tricentenaire, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des archives incroyables. Ce que vous avez aujourd'hui qui vous représente n'est pas à la hauteur de ce que vous avez été. Donc je suis allé fouiller dans les archives, dans les caves à Cognac, dans les vieilles publicités que j'ai pu trouver, etc. Et j'ai tout redessiné. Enfin, j'ai tout redessiné. Mon rôle, littéralement, c'est l'équivalent des architectes des bâtiments de France. Les types qui à Paris te disent, ou à Lyon, te disent ah ben non, monsieur, votre immeuble, là, il ne va pas avoir une enseigne jaune et protubérante, il va être dans la tradition du haussmannien, etc., etc. Je considère que mon rôle, c'est quasiment le même, c'est-à-dire dire aux marques anciennes, en l'occurrence, bah attention, non, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est des codes qui n'appartiennent pas ni à votre époque, ni à votre marque elle-même, ni au marché que vous voulez toucher. Donc pour les marques anciennes, il n'y a pas 12 000 manières de le faire et je me sens une responsabilité de le faire de la manière la plus traditionnelle possible. Pour les marques récentes, c'est une autre histoire. Là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que pour une marque à 15 ans, souvent tout est à refaire. S'il leur manque un pictogramme, on va le créer. Et l'idéal, c'est de créer une marque, c'était d'être à l'origine d'une marque, comme j'ai pu l'être avec la marque de ski Black Rose, où en 2006, des copains m'ont dit on lance une marque, est-ce que tu veux faire le logo? Ok. Et donc j'ai tout créé, et à partir de ce que j'ai pu créer à cette époque, toute l'identité, tout l'univers de cette marque s'est fait. C'est-à-dire qu'on a un système de chevrons qui est appliqué et applicable partout. C'est-à-dire nos vêtements, nos skis, nos stands sur les salons professionnels, nos stands au bon marché, la déco des skis évidemment, les cartes de visite, tout ce qu'on peut faire est construit à partir du chevron. C'est assez drôle, c'est comme si on avait une brique en fait. On a une brique qui en l'occurrence a la forme d'un chevron, comme un oiseau. Et le logo est fait de 6 chevrons comme ça. Et à partir de ces briques, on construit tout l'univers de la marque. C'est génial. Et ça, c'est une chance inouïe de pouvoir être au lancement d'une marque comme ça. Je demande que ça. C'est-à-dire que mon rêve, c'est une compagnie aérienne. C'est-à-dire que quelqu'un me dit, on lance une nouvelle compagnie aérienne, on a besoin d'un logo. L'exercice est phénoménal parce qu'il y a à la fois l'avion, il y a l'uniforme, il y a la petite serviette qu'on met derrière la tête, il y a l'emballage des repas, il y a les tickets, il y a tout. Il y a Chris Dixon qui était pendant longtemps le directeur artistique de New York Magazine, qui maintenant fait Vanity Fair US, mais de manière assez étonnante. C'est-à-dire que c'est moins bien que New York Magazine, mais je pense qu'il y a plein de contraintes dans la rédaction qui l'empêchent de faire ce qu'il faisait avec New York. Et à l'époque, quand il était à la tête de New York, c'était vraiment génial, il y a une dizaine d'années. Le type qui fait Bloomberg, il est parti. Il y a son équipe qui perpétue un peu le truc, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. En France, il y a Éric Pillot, Jean-Baptiste Bourdet, il y a Serge Rico, il y a des gens comme ça. Après, c'est étonnant parce que c'est aussi un savoir-faire qui se perd un peu, parce qu'il n'y a pas tant de magazines que ça, il n'y a pas tant de métiers, il n'y a pas tant d'emplois, aussi simple que ça.
Moi, je m'en aperçois quand je dois prendre quelqu'un pour m'aider sur une série limitée ou un supplément, etc. Qui je prends, qui j'appelle en maquettiste, qui s'y connaissent bien, etc. Et en DA, encore moins, il y en a très très peu. Ouais. Et d'ailleurs, c'est étonnant, moi, à Penningen, j'enseignais la direction artistique de magazine, j'ai arrêté. J'enseigne que les logos maintenant. Alors, c'est un choix de ma part aussi, hein, mais je ne forme plus les gens à faire ça. Je ne sais pas si d'autres profs le font, j'espère, parce que c'est un vrai métier où il faut avoir une attention bien précise au contenu, en fait, c'est ça aussi. Moi, je lis quasiment tous les articles avant de les mettre en page pour comprendre comment et pourquoi, quelle forme ils vont pouvoir prendre par rapport à ce qu'ils racontent. La notion de modernité pour un designer, elle est assez délicate à définir dans le sens où l'idée de progrès, je ne la considère pas exactement applicable à notre métier, d'une certaine manière. On ne peut pas dire qu'une œuvre d'art faite par un artiste contemporain d'aujourd'hui est meilleure qu'une œuvre d'art faite au XVIIe ou à l'Antiquité. Elle est différente, elle utilise des techniques différentes, mais elle n'est pas meilleure. La qualité, elle ne se juge pas sous forme de progrès dans l'art, par opposition à la science, typiquement. Un médecin d'aujourd'hui, il est meilleur, 100% meilleur qu'un médecin d'il y a 50 ans et qu'un médecin de l'Antiquité, c'est sûr. Un véhicule d'aujourd'hui, il est forcément meilleur qu'une voiture des années 50 ou qu'un chariot du XVIe siècle. Donc, dans mon métier, la modernité, elle est difficile à définir parce qu'il y a dans le métier de directeur artistique, il y a le mot art et, comme je viens de l'expliquer, dans l'art, il n'y a pas de progrès. Donc, qu'est-ce qui est plus moderne qu'autre chose? C'est difficile à dire, surtout dans le design en particulier. Parce que le design a connu une apogée, vraiment. Il y a eu une période de gloire, on va dire, qui est à peu près du Bauhaus à l'arrivée de l'ordinateur, en fait, à peu près. Donc ça fait quand même pas mal d'années, hein. Ça fait, on va dire, les années 30 aux années 70, 80, 70, où tous les codes graphiques qu'on connaît aujourd'hui dans la presse, tous les codes logotypiques, hein, tout ce qu'on voit dans les bonnes identités de marque, ont été faits à l'époque. Et rien n'a été fait de mieux depuis. Mais aussi simple que ça, il n'y a pas eu mieux. En fait, il n'y a pas eu un progrès de hiérarchie de lecture dans la presse. Tu ouvres un New York Magazine des années 70, bah, il est ultra lisible, il est efficace, il suit des codes, des codes qui ont été établis en fait à cette époque et qu'on suit toujours aujourd'hui. Alors oui, en effet, aujourd'hui, tu peux mettre plus de dégradés parce que le logiciel permet de mettre un dégradé de couleur, mais c'est à peu près tout en fait. Donc il n'y a pas de progrès là-dessus. Et pareil pour les logos. Le dessin de logo des années, on va dire, 60, 70, c'était aussi le privilège d'une petite caste. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient le faire, parce que comme je disais, il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était pas si facile que ça. Et donc c'était une caste qui était formée, il y avait une forme d'émulation entre eux qui faisait que quelqu'un faisait un beau logo pour AT&T, Saul Bass faisait un beau logo pour AT&T, Paul Rand se disait tiens, bah, je vais faire mieux pour United, etc., etc. Donc il y a eu une grande période qui a défini les codes classiques du logo. Aujourd'hui, il n'y a pas plus moderne en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui est drôle, c'est les scandales. Ah oui, le nouveau logo Beats ou le nouveau logo Airbnb sont pompés sur des logos des années 70. Non, ils ne sont pas pompés sur des logos des années 70, enfin a priori pas. Ils sont juste tellement simples que l'étendue des formes géométriques disponibles pour exprimer quelque chose, elle n'est pas infinie en fait. D'ailleurs, le logo Airbnb est très étonnant. Moi, je donne des cours parfois à l'ECAL à Lausanne, une école d'art. J'avais donné un cours en 2011. Airbnb, c'est bien après que c'est apparu. Enfin, le nouveau logo Airbnb. J'avais des élèves, c'était des cours de logo, et ils avaient créé une sorte de marque qui s'appelait Ananas, et qui était une sorte de marque / secte pour les gens qui étaient allergiques à l'ananas, et ils disaient le signe de reconnaissance entre tous les gens qui aiment l'ananas et qui sont allergiques, c'est de la langue, parce que tu manges de l'ananas, tu as ta langue qui se granule, enfin c'est horrible. Et donc leur logo, c'était une langue, comme ça, qui faisait un A. Ça ressemblait à une langue, qui faisait un A, et c'était exactement le logo Airbnb. À une demi-courbe près, c'est de la même forme, pas exactement la même épaisseur, peut-être un peu plus arrondi, enfin, mais c'était la même chose. Et le logo Airbnb qui lui-même était aussi un vieux logo retrouvé dans un bouquin des années 70 et tout le monde a crié au plagiat. Je pense qu'en fait c'était juste des logos proches de la perfection. Ce que j'appelle la perfection du logo, c'est une réponse à ces 9 règles que j'ai établies et qui font qu'un logo fonctionne. Et en fait, il n'y a pas 10 000 manières de faire une forme, parfois. Donc, pour répondre à ta question sur la modernité dans le design, je m'en méfie comme du diable, en fait. C'est-à-dire que je constate, là, récemment, c'est drôle, j'ai un copain à moi, Ramdan, il a ressorti sur Instagram, il y a 2 jours, un logo, un truc qu'on avait fait ensemble, enfin, un logo que j'avais fait pour un projet qu'il avait en 97, qui s'appelait l'épicerie. Le logo, c'est exactement ce que tout le monde appelle le blending aujourd'hui, de toutes les marques qui simplifient tout. C'était genre une typo linéale, avec un petit point devant, marqué l'épicerie en blanc sur fond rouge.
C'était en gros le logo Céline d'aujourd'hui, mais qui existait sûrement déjà. Non, à l'époque, Céline, c'est pas exactement comme ça. Mais c'est en gros tout ce que tout le monde dit aujourd'hui. Ah ouais, tout le monde fait les mêmes logos, The Couples, Balmain, tout le monde simplifie les trucs. En l'occurrence, moi je l'avais fait à l'époque, c'était pas un redesign, c'était un design pour une marque existante. Mais qu'est-ce que ça veut dire la modernité? S'il y a 20 ans, j'ai fait un truc qui aujourd'hui est considéré comme moderne, et qu'à l'époque je faisais en référence à des choses que j'aimais bien des années 70. Donc non, je m'en méfie beaucoup. Aujourd'hui, il y a tout un mode de design un peu déconstruit. En France, les Golgotha, etc., des petits studios de design qui font des choses comme ça. Tu regardes des trucs que Nick Knight a fait il y a 20 ans, c'était la même chose, exactement. Donc qu'est-ce que c'est que la modernité? Je considère qu'on est artisans, nous, les designers, et qu'en tant qu'artisan, c'est comme un artisan qui fait une chaise, la chaise moderne, tu ne seras pas forcément bien assis dessus, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est que la chaise, elle fonctionne. Moi, mon rôle, c'est que le magazine il soit lisible, et que le logo il soit reconnaissable de loin, et qu'il fonctionne en petit, gravé sur du verre, et en énorme, en caisson lumineux ou d'un immeuble. C'est tout. Je me soucie peu de la modernité, en fait. Je suis juste en charge d'une mission commerciale, et c'est vraiment ça, hein. I'm a commercial artist, comme on dit en anglais. Il n'y a pas l'équivalent en français, un artiste commercial, mais c'est ça. Andy Warhol lui-même le disait, avant de devenir artiste, il était commercial artist. Et en tant qu'artiste commercial, je déteste le terme, mais en tant que personne qui fait des arts appliqués, je suis soucieux de l'application. Donc la modernité, je m'en fous.